Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un livre vraiment fondamental, Esprit Zen, Esprit Neuf de Shunryu Suzuki. C'est l'ouvrage qui, en quelque sorte, ouvert les portes du Zen à l'Occident. Et ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'il ne s'agit pas de se perdre dans des concepts hyper compliqués. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus direct, de plus personnel. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on réfléchisse à une question qui est au cœur de tout ça. À quel moment est-ce que notre savoir, nos connaissances, tout ce qu'on a accumulé, cesse de nous libérer pour devenir une prison ? Et la réponse que Suzuki nous donne est à la fois toute simple et super profonde. En fait, il met en opposition deux manières de penser, deux mentalités. D'un côté, un esprit ouvert, plein de possibilités, et de l'autre, un esprit d'expert, qui est lui un peu coincé, limité par ses propres certitudes. Et c'est justement cette tension qu'on va explorer ensemble. Alors, première étape. Pour vraiment saisir ce que Suzuki appelle l'esprit neuf, il faut d'abord comprendre le problème qu'il vient résoudre. Et ce problème, c'est ce qu'on pourrait appeler le piège de l'esprit de l'expert. Vous voyez, l'esprit de l'expert, il est plein, saturé même. Il est rempli d'habitudes, de préjugés, de réponses qu'il croit déjà connaître. En gros, il voit le monde à travers un filtre. À l'opposé, on a l'esprit neuf, le fameux Shoshin. Lui, il est vide. Mais attention, ce n'est pas un vide angoissant, c'est un vide fertile, un espace prêt à tout accueillir sans poser du joie. Le problème avec cet esprit d'expert, c'est qu'il nous coince dans une vision très binaire du monde. C'est bien ou c'est mal, c'est juste ou c'est faux. Il devient gourmand, il veut toujours plus de savoir, mais surtout pour confirmer ce qu'il pense déjà. Au bout du compte, c'est un esprit égocentrique. Et le plus grave, comme le dit Suzuki, c'est qu'il peut même nous amener à trahir nos propres principes, nos valeurs les plus profondes. Ok, mais alors, qui est cet homme qui nous a transmis cette idée si forte ? Son histoire personnelle est tout aussi intéressante que le concept qu'il nous a offert. Pour bien comprendre l'approche de Shunryu Suzuki, c'est pas mal de la comparer à celle d'un autre Suzuki, Daisetsu Suzuki. C'est lui qui est le premier à vraiment fait connaître le zen en Occident. Mais son zen à lui, il était très spectaculaire, très centré sur l'idée d'illumination, le satori. Le zen de Shunryu, lui, c'est tout l'inverse. C'est un zen ordinaire, ancré dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est simple, les mots satori ou kensho, ils n'apparaissent pas une seule fois dans son livre. Et ça nous dit tout. Pour lui, le but, ce n'est pas d'atteindre un objectif grandiose, lointain, non. Le but, c'est la pratique en elle-même. C'est l'attention qu'on porte à chaque instant qui passe. Bon alors, revenons-y. C'est quoi concrètement cet esprit neuf, ce fameux Shoshin ? Le mot japonais, c'est Shoshin. Si on traduit littéralement, ça veut dire l'esprit du débutant. Mais en réalité, ça va bien plus loin. Ce n'est pas du tout être ignorant, c'est plutôt la capacité de regarder chaque chose, même un truc qu'on connaît par cœur, avec un regard neuf, comme si c'était la toute première fois. Cet esprit Shoshin, il est donc vide, mais dans le bon sens du terme. Il est prêt à tout accueillir. Il ne se dit jamais « Oh, ça je connais déjà ». Il est ouvert à tout, sans faire de tri. Il ne calcule pas en termes de gains ou de pertes, il se suffit à lui-même. Et finalement, c'est un esprit plein de compassion, parce qu'en étant sans limite, il est naturellement en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Ok, c'est une belle idée, mais comment on fait ? Comment est-ce qu'on cultive cet état d'esprit au jour le jour ? Eh bien, ça passe par une pratique très concrète. La pratique centrale du zen, c'est le zazen, la méditation assise. Alors, imaginez un instant, on est assis en lotus, le corps est unifié, la colonne vertébrale bien droite, comme un pont entre le ciel et la terre, les mains forment ce qu'on appelle le mudra cosmique, mais attention, ce n'est pas juste une histoire de posture, c'est bien plus que ça. C'est l'expression directe de notre nature la plus profonde. Et c'est ça qui est crucial à comprendre. La posture n'est pas un moyen pour arriver à quelque chose, c'est le but en soi. Une fois qu'on a la bonne posture, le bon état d'esprit est déjà présent. Vouloir atteindre un état spécial ou chercher autre chose, c'est déjà s'égarer. À ce sujet, il y a une histoire zen très célèbre. C'est celle d'un maître qui s'appelait Baku. Et Baku, il méditait mais avec une détermination de dingue. Son but, son grand objectif, c'était de devenir un Bouddha. Son propre maître, Nangaku, le regarde faire, en silence. Et puis un jour, il prend une simple tuile, un bout de brique, et il se met à la frotter, à la polir contre une pierre. Le bruit devait être assez frappant dans le silence du temple. Forcément, Basso finit par être intrigué et il lui demande « Maître, mais qu'est-ce que vous faites ?» Et Nangaku répond « Je polis cette tuile pour en faire un miroir. » Basso, complètement perplexe, lui rétorque « Mais enfin, comment est-ce qu'on peut faire un miroir avec une simple tuile juste en la polissant ?» Et là, Nangaku lui renvoie la question à miroir « Et toi, comment peux-tu devenir un Bouddha en t'asseyant simplement en zazen ?» C'est une réplique géniale qui renvoie Basso directement à sa propre pratique. L'idée, c'est que l'illumination, ça ne se fabrique pas plus qu'on ne fabrique un miroir avec une tuile.
Et l'histoire se termine avec une autre question de Nangaku. Quand une charrette n'avance pas, qu'est-ce qu'on fouette, la charrette ou le cheval? La réponse est évidente, le cheval bien sûr. La charrette et le cheval sont un seul et même système en mouvement. Eh bien c'est pareil pour la pratique et l'être, on ne peut pas les séparer. On ne devient pas un Bouddha, on l'est déjà. Notre nature de Bouddha est déjà là, elle attend juste qu'on la laisse s'exprimer. D'accord, mais tout ça, c'est bien beau sur un coussin de méditation. Mais dans la vie de tous les jours, comment ça se traduit? Suzuki a une image très puissante pour parler de la respiration. Il dit que notre gorge, c'est comme une porte battante. L'air entre, l'air sort. C'est tout. Si on commence à penser « je respire », ce « je » est déjà en trop. Il n'y a que le mouvement, une activité qui nous dépasse, qui est universelle. Il n'y a plus d'intérieur ou d'extérieur, juste une seule et grande réalité. Il y a une autre histoire qu'il aime bien raconter, celle des 4 chevaux, qui représentent différents types de pratiquants. Il y a le meilleur cheval, celui qui réagit juste à l'ombre du fouet. Et puis, tout en bas de l'échelle, il y a le pire cheval, celui qui ne bouge que lorsque la douleur atteint la moelle de ses os. On aimerait tous être le meilleur cheval, c'est logique. Mais là où Suzuki nous surprend, c'est qu'il nous dit que la compassion du Bouddha est la plus grande pour le pire des chevaux. Pourquoi? Parce que c'est de sa grande difficulté que naîtra la détermination la plus solide. Au final, tout revient à une simplicité presque déconcertante. L'esprit neuf dans la vie de tous les jours, c'est juste ça. Quand on mange, eh bien on mange. C'est tout. Quand on marche, sans avoir un but précis, sans juger, sans essayer d'accomplir quelque chose de spécial. Juste être là, totalement présent à ce qui se passe. Et finalement, c'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir si chaque instant de notre vie, chaque tâche, même la plus banale, chaque conversation, était abordée non pas avec le poids de ce qu'on croit savoir, mais avec l'ouverture, la fraîcheur et la curiosité d'un débutant? Qu'est-ce qu'on découvrirait de neuf sur le monde et sur nous-mêmes?